Bienvenue dans Smart Bourse, c'est le coup d'envoi de la saison 2 ce lundi 23 août. Smart Bourse qui reste votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct à 12h30 sur Bismart et le soir la grande édition alors qu'il est un petit peu avancé dans le temps. Le rendez-vous a lieu désormais à 17h, pour la grande édition Smart Bourse chaque soir en direct sur Bismart. Au sommaire de cette édition de la mi-journée pour entamer la semaine, une semaine qui s'annonce chargée sur le plan des indicateurs macroéconomiques et des grands rendez-vous. On voit les indices boursiers qui récupèrent en Europe après le trou d'air de la semaine dernière. On a eu un retracement d'à peu près 5% du pic au creux pour les grands indices boursiers en Europe, notamment le CAC 40 particulièrement, qui a souffert du poids du luxe. Le luxe qui essaye de se redresser aujourd'hui et qui emmène le rebond à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen pour Tendance, mon ami. Parmi les indicateurs attendus cette semaine, pas mal de publications d'enquêtes concernant le climat des affaires. On a déjà une première photographie instantanée avec les enquêtes PMI pour le mois d'août qui ont été publiées ce matin pour la France, l'Allemagne et la zone euro. Alors on constate d'un mois sur l'autre un petit fléchissement dans le niveau de ces indices, mais le message global reste quand même très positif. La zone euro est toujours sur son chemin de reprise, bien installée avec des indices PMI composites qui restent sur des niveaux élevés entre 55 et 60 si on regarde le composite de la zone euro, de l'Allemagne et de la France publié donc ce matin. Le grand rendez-vous de la semaine, on va vous en parler quasiment tous les jours jusqu'à la fin de semaine, c'est Jackson Hole, évidemment le symposium de la Banque centrale américaine qui se tiendra ce vendredi et qui sera un rendez-vous important peut-être pour permettre à Jérôme Powell de préciser un peu le calendrier de réduction des achats de la Réserve fédérale américaine qui est dans tous les esprits en cette rentrée. On en parlera avec Thomas Kosterg, économiste senior chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève dans quelques minutes. Et puis comme chaque lundi, le rendez-vous est maintenu pour cette saison 2, le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. État des lieux après la correction de la semaine dernière. Et les grands rendez-vous de la semaine, c'est Romain Debré qui sera avec nous en plateau pour cette demi-heure. Mais d'abord, Tendance, mon ami, le résumé complet des infos de marché à mi-séance en Europe, une séance de redressement, de récupération pour les indices boursiers. Et c'est Alix Nguyen qui nous accompagne. Le CAC 40 progresse toujours à la mi-journée. Ce rebond vient mettre un terme à une semaine passée dans le rouge. Wall Street, pour sa part, clôturait déjà dans le vert vendredi. Les contrats futurs sur indice laissent d'ailleurs entrevoir une nouvelle hausse. S'agissant des statistiques, en Europe, l'indice PMI composite d'IHS Markit de la zone euro s'est replié de 60,2 en juillet, un sommet de 15 ans et à 59,5 pour le mois d'août. C'est sa deuxième plus forte expansion économique de la zone depuis 2006. Et puis au cours de la journée, nous prendrons aussi connaissance des indices PMI d'activité du mois d'août aux États-Unis. Mais le rendez-vous de la semaine, c'est celui de Jackson Hole en fin de semaine. Le symposium de Jackson Hole débutera jeudi et s'achèvera samedi. L'intervention du président de la Fed, Jérôme Powell, est particulièrement attendue alors que nous apprenions il y a quelques jours, à l'occasion des minutes de la Fed, que la Banque centrale envisagerait de réduire le montant de ses achats d'actifs dès cette année. Vendredi dernier, c'est un autre membre de la Fed qui s'est exprimé. Il s'agit du président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan. Il est aussi connu pour être l'un des principaux partisans du tapering. Ce dernier a déclaré que son opinion en la matière pourrait évoluer si d'aventure le variant Delta du coronavirus en venait à peser sur la croissance. Du côté des valeurs à suivre, à noter que le CAC 40 se trouve aujourd'hui porté par ses poids lourds du luxe, autrement dit les valeurs les plus affectées la semaine dernière. Le secteur de l'automobile reprend lui aussi des couleurs. En Grande-Bretagne, la société de biotechnologie Valneva lance la procédure de demande d'autorisation de son candidat vaccin anti-Covid-19. Le groupe Sainsbury serait convoité par des sociétés de capital investissement. Elle pourrait lancer des offres à plus de 8,5 milliards d'euros. C'est une info du Sunday Times. Et d'après le New York Times, cette fois, la Food and Drug Administration américaine devrait donner aujourd'hui son accord définitif
définitif au vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire allemand BioNTech et le groupe pharmaceutique Pfizer. Et puis le groupe italien de construction navale Fincantieri est en discussion avec Leonardo en vue d'un possible rachat de filiales du groupe de défense Otto Melara. Alix Nguyen qui nous accompagne tout au long de la journée sur Bismart pour vous donner les infos clés de marché à mi-séance et le soir dans l'édition du soir de Smart Bourse à 17h. Et comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. On ne change pas les bonnes habitudes. Romain Dobré à mes côtés en plateau. Salut Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et un plan de trading qui est nécessaire quand même pour ceux qui se remettent un peu dans le bain en ce lundi 23 août. Il faut quand même juste faire un petit pas de recul. On a une semaine un peu chahutée sur les indices boursiers la semaine dernière. L'été a été assez tranquille puisqu'on a même approcher le plus haut historique sur le CAC 40 cash à plus de 6900 points, je crois, jusqu'au 13 août dernier. Et puis la semaine dernière, on a eu ce retracement de 4-5% peut-être sur les grands indices européens. Quel est l'état des lieux que vous faites là en ce début de semaine après ce petit accident pour les marchés boursiers ? Oui, un retracement pour l'instant technique qui s'est joué au cours d'une semaine technique. C'était l'échéance des marchés dérivés qui avait lieu la semaine dernière, vendredi, et dès lundi, enfin dès vendredi, on avait vu des brèches dans la hausse, et puis lundi, des mouvements techniques qui se sont mis en place avant tout, avec des éléments assez brutaux quand même, une baisse de 3,91% sur l'indice parisien, qui en avait pris 4 depuis le mois d'août, donc qui revient à peu près au départ, à la case départ, au-dessus des 6650 points. C'était un niveau important, on avait construit une impulsion assez forte, avec de l'intérêt, du volume qui s'était construit, et puis en fin de mouvement, beaucoup de complaisance des opérateurs qui ne se couvraient plus du tout, une volatilité qui était descendue sur août à 9 et qui avait un peu raison de laisser filer aussi à un moment probablement, et puis une volatilité sur septembre qui était descendue à 12. On rappelle qu'elle était plutôt à 14, 15, 16 précédemment, donc on pressentait qu'il y avait un petit risque. Le rappel à l'ordre a été efficace, les portefeuilles sont à nouveau couverts sur l'échéance de septembre. C'est ça, les investisseurs, des positions dérivées, optionnelles notamment que vous observez, Romain, vous dites oui, la correction de la semaine dernière, les investisseurs en ont tiré les enseignements. Oui, ils ont mis un peu de temps, mais dans le courant de la semaine, ils ont commencé à protéger à nouveau les portefeuilles. On a un niveau de couverture qui remonte sur les niveaux actuels. Moi, j'observe toujours la couverture autour des niveaux actuels. On sait qu'autour de 6006, il y a un ratio put-call qui est supérieur à 1,20, donc qui indique que les opérateurs sont protégés. C'est le cas donc jusqu'à 6006. En dessous, jusqu'à 6004, il n'y a plus grand-chose. À 6004, il y a à nouveau un peu de put. Et sous 6004, pas beaucoup non plus. Donc, on n'a pas les opérateurs qui sont très inquiets, mais qui ont fait remonter la volatilité à 15 ce matin à peu près, 18,5 sur le VIX, avec des pics de volatilité à 22, 23 sur le VIX. Donc, un petit coup de stress qui a été quand même assez marqué. Et puis, avec une journée de baisse importante, jeudi, avec 5,4 milliards de volume. Donc, lourd par rapport à des volumes qui étaient inférieurs à 3 milliards. En plein cœur de l'été, en plein cœur du mois d'août. L'événement qu'on surveille, parce qu'il y a vraiment un événement marquant, c'est que le secteur du luxe qui a plongé, on regardera plus en détail, mais avec des baisses importantes marquées sur des valeurs comme Kering notamment, sur LVMH aussi quand même, et avec des volumes très importants aussi. Kering a quand même perdu près de 20% par rapport à ses points hauts en 4 séances. C'est lourd, c'est quand même un signal fort sur des valeurs qui sont normalement conservées, qu'on ne veut pas vendre, sur lesquelles il y avait beaucoup d'avance. Et donc ça, en haut de marché, pour un secteur qui pèse 20% de l'indice parisien, c'est à surveiller. Pour l'instant, on n'est pas dans des considérations d'alerte fortes, mais mais c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre au sérieux. On arrive aussi sur une période de l'année qui est un peu faible, un peu molle. On sait que le mois d'août, c'est pas un mois extraordinaire en général. Le mois de septembre est un mois historiquement en moyenne négatif. Donc on sait que c'est un mois faible. Et puis on a tout le calendrier que vous avez énoncé juste avant, qui rend les investisseurs prudents. Tout ça après un parcours de plus de 24-25% par rapport au plus haut sur l'indice parisien. Et juste sur l'année en cours, on ne parle pas des points bas de mars 2020. Donc ça se passe de façon plutôt normale et cohérente, mais l'alerte est quand même assez brutale et le mouvement à une période creuse de l'année, c'est aussi ce qui a joué, a été assez marqué, et donc des choses à surveiller et pas d'urgence à rentrer dans le marché, en tout cas comme on le faisait
habituellement, avec c'est pas un buy the dip aussi systématique, agressif que d'habitude. Je pense pas. D'ailleurs, les investisseurs se sont tout de suite reportés vers des valeurs défensives. On l'a vu, on a des valeurs qui quand même, comme Sanofi qui a réussi à prendre 3,75 la semaine dernière, Engie 3,49, Vivendi aussi 3,25, Orange aussi. Enfin, on sent que les opérateurs ne sont pas jetés sur le luxe. Alors on a un mouvement aujourd'hui qui est intéressant sur les valeurs, qui est vraiment un mouvement technique sur les valeurs du luxe, mais c'est vraiment à mettre en parallèle. Après un gros pain quand même. Après un gros pain. On va y revenir là techniquement effectivement sur ces valeurs du luxe, Kering, LVMH qui sont les emblèmes évidemment du luxe mondial et du luxe parisien. Mais si on prend quelques indices de référence, là le graphique du DAX, qui est l'indice leader toujours en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire justement techniquement là après la correction de la semaine dernière, Romain? Bien, le DAX, il illustre bien ce qui s'est produit. On a réussi à déborder des niveaux qu'on n'arrivait pas à dépasser depuis le mois de juin, où on avait buté sur une résistance à 15 810 sur le DAX. On avait stagné sur le DAX, on évoluait dans un trading range de 6% depuis mars. Donc mars jusqu'à juillet, pas de tendance vraiment sur le DAX. Et puis on a réussi à déborder les niveaux et on pensait à une accélération haussière possible à confirmer. Et on voit qu'on évolue autour de ces 15 810. Ça, c'est une photographie, donc c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux, et une photographie à ce matin. Donc on voit que le DAX est juste au-dessus de 15 810. C'était il y a 2 heures, je n'ai pas le cours sous les yeux. 15 847. Voilà, donc on maintient le niveau pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a rompu quand même ce canal haussier de moyen terme et qu'il faudrait du momentum pour réussir à repartir, à réintégrer la dynamique haussière. On voit qu'on flirte aussi avec la borne haute du canal haussier de long terme qui est en violet, au-dessus de 15 500 points environ, qui va être le niveau d'alerte à surveiller et à ne pas réenfoncer. Ce ne serait pas bon, après 6 mois de pause, de repasser en dessous. Donc on n'a pas d'alerte majeure, mais c'est un peu l'état d'esprit du moment que décrit bien la configuration graphique du DAX. Si on zoome alors sur le CAC 40, le futur CAC, mais en configuration 14 heures sur un graphique journalier, là, le CAC, vous le disiez, avec les valeurs du luxe qui pèsent très lourd, près de 1/5 de l'indice, a plus souffert que les autres la semaine dernière. Très largement, 3,90 de baisse pour le CAC 40 cash la semaine dernière, avec des accélérations et des mouvements baissiers, alors très techniques, gap de rupture, gap de continuation, gap d'épuisement sur le CAC 40 cash, une réaction haussière aujourd'hui. On est allé chercher aussi une cible technique ce matin, ça c'est pour vraiment le swing trading très court, mais à 6705 points. On voit quand même qu'on a invalidé assez vite sur ce niveau-là et qu'on reste au-dessus des 6653 points. 6653, c'était les tops du mois de juin. C'est le niveau sur lequel on avait un risque de buter fin juillet et qu'on a réussi fin juillet, début août, et qu'on a réussi à déborder pour aller former cette accélération. Donc c'est très important comme niveau. On est dans le même état d'esprit que sur le DAX. On essaye de reconstruire. Pour moi, la dynamique haussière de moyen terme est quand même clairement rompue. Celle de court terme, bien entendu. Alors là, on a repris des couleurs aujourd'hui. Il est possible que l'indice reprenne des couleurs pour des raisons techniques, pour les questions de réflexe aussi de payer les creux, parce qu'il y a des opportunités, des achats à bon compte, effectivement, notamment sur le secteur du luxe, où on se dit que 20% moins cher sur Kering, c'est pas mal. En revanche, il y a ce gros gap 6705, 6732 qui va être un premier rempart. Pour l'instant, on est plutôt dans un trading range 6580 en bas, 6762, 6800 même, on pourrait dire, jusqu'en haut, avant de reprendre vraiment une dynamique haussière. Le risque, si qu'on casse 6581,5, c'est qu'on duplique le mouvement baissier qu'on a connu précédemment et qu'on aille chercher notre alerte de moyen terme qui est à 6352,5. Ça a été possible en début de semaine. La validation et le gap haussier du jour repousse cette possibilité dans l'immédiat, mais il y a un petit risque quand même sous 6580, donc on resserre nos niveaux d'alerte et on reste mobile et un peu on reste sur vigilance, c'est-à-dire que l'alerte n'est pas complètement passée à ce stade. Pas complètement à ce stade, et on constate qu'effectivement il y a des achats à bon compte. On va voir si c'est vraiment une réentrée sur le marché. C'est possible pour l'instant, compte tenu de la période de l'année, de la progression, des éléments qu'on a donnés précédemment, on reste assez un peu en retrait et un peu sous-investi pour l'instant. Bon, et pour le CAC, beaucoup, alors c'est comme pour le marché américain avec les GAFAM, pour le CAC, beaucoup dépend du secteur du luxe. Donc on rappelle, les Kohl, Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH, qui à eux 4 doivent peser 20-25% peut-être de l'indice parisien. Les deux plus importantes étant alors notamment Kering et LVMH. Kering, vous dites effectivement, je crois que j'avais pas pris la mesure à ce point-là, le titre a perdu 20% quasiment en quelques séances entre son point haut et son point bas. Ouais. C'est 1/5 de la capi de Kering qui est parti en fumée la semaine dernière en quelques heures, en quelques jours. On n'aurait pas été la semaine du 15 août, c'était le gros titre de tous les médias économiques et financiers la semaine dernière. Ouais, effectivement, ça aurait été un vrai coup d'arrêt et une vraie inquiétude, surtout avec des volumes très puissants, des volumes qui étaient 10 fois supérieurs à la moyenne pour la journée du jeudi. Donc un
un mouvement qui était important. Là, on a LVMH à l'écran. On peut commencer par LVMH. LVMH, on voit qu'il y avait une dynamique haussière, un canal haussier très propre. Je vous ai remis le call Pfizer, le mois de novembre dernier, où on a réussi à déborder un top à 431 et aller former une accélération importante pour aller chercher jusqu'à 697. Donc, un mouvement très puissant. 160% de hausse sur LVMH depuis les points bas de mars 2020. Une soixantaine de pourcents, je crois, depuis le call Pfizer. Donc, qu'une pause se mette en place, c'est légitime. On voit cette structure en épaule, tête-épaule, qui est un peu déformée, mais qui, compte tenu de la réaction du marché, est bien une épaule, tête-épaule, avec un mouvement de baisse qui pourrait se prolonger un peu encore. On le voit jusqu'à 567, donc de doubler quasiment le score encore à peu près à la clôture de vendredi soir, 7 à 8% de baisse possible sur les valeurs du luxe. Donc, pas d'urgence à rentrer dessus. Alors, le mouvement pourra s'invalider. Si on dépasse les niveaux actuels, donc la ligne de coup de la figure, et qu'on vient de réinstaller au-dessus de 590, on pourrait 590 600 oui, c'est ça, de cette zone-là, de la ligne de coup, d'invalider le mouvement de baisse, compte tenu de la structure, du moment, encore une fois, et des volumes et de la propreté de la figure, oui, on a plus de chances de confirmer. Donc, méfiance dans ce rebond. On reste encore une fois en retrait. Même si on reprend 3 ou 4% dans les jours qui viennent, on constate que les volumes ont été très lourds. Ce qu'on constate aussi dans la journée de vendredi, dans le rebond, c'est que Kering a remonté très légèrement dans des volumes forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait toujours de la pression baissière. C'est-à-dire qu'on a rebondi, mais très peu, et avec toujours le poids de vendeurs qui continue à s'alléger. Donc pour moi, j'y vois quand même que Kering perd. Enfin, LVMH c'était 13,48 par rapport à ces points hauts. Que ces valeurs-là, qui sont des boosters, qui sont dans certaines sociétés interdites d'être vendues, bien sûr, exactement. Certaines gestions interdisent de les vendre. Qu'elles baissent autant dans telle proportion, avec autant d'avance, en général, ce sont les valeurs faibles qui baissent en premier, et pas les valeurs fortes. Alors il y a cette annonce de la Chine, bien entendu, mais il se peut que quelque chose d'autre se joue ici, on va être vigilant. En tout cas, on se précipite. D'autant que d'autres indicateurs de marché continuaient d'être plutôt favorables à ces valeurs-là, ne serait-ce que le niveau des taux d'intérêt, des taux longs, qui restent extrêmement faibles et qui profitent à ces valeurs à duration longue, ou encore l'euro-dollar aussi. Il faut peut-être dire un mot de l'euro-dollar, Romain. L'euro-dollar qui, on était monté quasiment jusqu'à 1,25, je crois, peut-être de mémoire, au cours du mois de juillet. Et puis, ça y est, le dollar a repris de la vigueur. Le dollar aura été le grand gagnant de l'été sur le front des devises. Complètement, et contre toute attente, contre l'énorme call haussier qui s'était mis en place il y a un an de ça, en août dernier, et qui s'est invalidé progressivement tout au long de l'année, avec cette structure de retournement qu'on surveille depuis quelques temps. On l'avait évoqué dans les derniers plans de trading, parce qu'on imaginait qu'elle pouvait se mettre en place, même si c'était à contre-tendance de fond. Mais là, on a rompu un 17,58. On voit cette ligne de coup à nouveau, et cette grande épaule, tête-épaule, qui pourrait emmener l'indice jusqu'à cette zone 1,11,04, 1,12,25, et qui devrait être effectivement, ce mouvement de baisse devrait être favorable au secteur du luxe, et favorable aux exportatrices, et ce qui est effectivement contre-intuitif aussi. Donc on a un mouvement qui s'est mis en place doucement, qui s'est mis en place avec une accélération. Le test de la ligne de coup est propre, et le mouvement de la semaine dernière confirme cette rupture de ce niveau important, avec en plus un peu d'augmentation de la pression baissière, puisque la position net spéculative sur l'euro a augmenté un peu, elle remonte un peu pour la première fois depuis juin. Donc on a un mouvement assez net de baisse sur l'euro-dollar. Un mot rapide pour finir du Nasdaq 100 que vous regardez précisément. Romain, vous disiez effectivement Wall Street a un peu moins souffert la semaine dernière que les indices européens. Voilà, on a toujours ce réflexe de payer le creux. Ceci dit, on a cette grosse borne de 15 158 sur laquelle le Nasdaq bute. En haut de son canal haussier de moyen terme, c'est un canal qu'il respecte très bien depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on va remontrer à cause de ça notre niveau d'alerte. On voit ces grandes bougies, avec pour l'instant des mèches basses importantes, mais des grandes bougies, ces grandes doji qui, en haut de marché, montrent un peu d'incertitude, et pour être les prémices d'un retournement, on va être un peu vigilant aussi, compte tenu pareil du parcours. Il y a un côté stratégique aussi dans ces éléments-là, mais on surveille donc ces niveaux techniques. Notre alerte, on la monte à 14 594 à court terme, et l'alerte de moyen terme, c'est un peu plus bas, 13 770. Bon, vigilance, même si on est dans une séquence de rebond, de récupération là pour les indices. Le trou d'air de la semaine dernière marque encore les esprits en ces débuts de semaine, une semaine qui sera importante avec beaucoup d'indicateurs macroéconomiques, et en point d'orgue, le symposium de Jackson Hole en fin de semaine. On va en parler tout de suite avec Thomas Kosterg. Merci beaucoup Romain Daubry, qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Les équipes de Bourse Direct avec nous. Et oui,
oui, venons-en au plat de résistance de cette rentrée sur les marchés qui se tiendra donc en fin de semaine, le symposium de Jackson Hole, organisé chaque année dans le Wyoming par la Fed de Kansas City. Et c'est Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève pour évoquer ce rendez-vous économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Grégoire. On va parler effectivement des munitions dont dispose Jérôme Powell pour sa communication à l'occasion de ce symposium. Il s'exprimera vendredi après-midi, heure française, Jérôme Powell. Mais déjà un mot sur la forme, parce que ça a été un sujet fluctuant au cours des derniers mois. Finalement, le symposium de Jackson Hole devait se tenir en présentiel. Ça, c'était il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et finalement, dernier revirement de situation en date, le symposium se tiendra à distance. Tout à fait, et c'est vrai que le meeting de Jackson Hole donc amène la rentrée, quelque part, la rentrée de la politique monétaire américaine. Et en plus, là, ça devait un peu montrer la réouverture, ça devait un peu consacrer la réouverture de l'économie américaine qui, grâce au vaccin, devait donc réouvrir fortement. Et là, on se voit que à cause du fameux variant Delta, les choses prennent une autre tournure et donc le Jackson Hole revient à un format en distanciel, donc à cause du coronavirus qui est toujours prévalent. Donc la vraie question, c'est en effet, est-ce que ce coronavirus va infléchir ou non les plans de Jérôme Powell ? Personnellement, je pense que ça sera seulement à la marge. Je pense que la Réserve fédérale a l'air d'être assez convaincue de ses plans de réduire les achats d'actifs d'ici la fin de l'année. Oui, j'allais dire, voilà, au-delà de l'aspect sanitaire fluctuant et de la petite reprogrammation de mise en forme de Jackson Hole, quels sont les arguments fondamentaux dont dispose aujourd'hui Jérôme Powell ? Je note quand même qu'on a eu consécutivement 2 rapports sur l'emploi qui sont très très forts, à près de 1 million de jobs retrouvés en juin et en juillet. On verra si août s'inscrit dans cette tendance également, Thomas, mais j'imagine que ce sont quand même pour le coup des paramètres très importants là pour la Fed. Tout à fait. Donc il y a un contexte macroéconomique et un contexte aussi technique. Le contexte macroéconomique, on le connaît tous. La reprise a été assez forte. On est dans un contexte aussi où l'inflation a rebondi très fortement et continue d'être très soutenue. Et en effet, le marché de l'emploi, qui est la vraie clé pour la Réserve fédérale, le marché de l'emploi se tient très bien puisque le taux de chômage continue de baisser et toujours plus fortement qu'attendu. On a aussi la fin des allocations chômage extraordinaires qui a tendance à drainer les gens de retour sur le marché de l'emploi. Donc bref, un marché de l'emploi qui se tient très fortement, mais il y a aussi des facteurs techniques, notamment le fait que on a en fait trop de liquidités dans le marché monétaire puisque la Fed, dans une autre facilité, doit retirer de la liquidité dans le marché monétaire parce qu'il y en a un peu trop à cause du QE. Je rappelle que la Fed achète pour 120 milliards de dollars par mois d'obligations, donc c'est tout à fait énorme. Puis il y a aussi un autre facteur qui est aussi assez intéressant, qui rentre en jeu, c'est celui du prix des actifs et du prix des maisons, puisqu'on a vu en fait que le prix des actifs se porte donc très bien, voire trop bien, d'après certains membres de la Fed qui craignent qu'il y ait potentiellement un retour de bâton par rapport à ces actifs et par rapport au prix des maisons, puisqu'on est sur des prix des maisons qui montent de plus de 20% en rythme annuel. Et donc la Fed a un peu peur que la politique de taux bas, la politique de liquidité abondante nourrisse un peu trop quelque part le prix des actifs. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait une décision de commencer à mettre fin à ces achats d'actifs. À propos de taux bas, justement, Thomas, là, dans le tableau de bord de la Réserve fédérale américaine, comment est-ce que la Fed analyse le niveau des taux longs, la courbe des taux aux États-Unis ? C'est vrai qu'on a vu, alors, au mieux, on a vu un 10 ans américain fin mars qui atteignait 1,75, 1,80%. On n'est même pas revenu sur les niveaux de 10 ans américains qui prévalaient avant la crise. Bon, allez, on est entre 1,25 et 1,30 au moment où on se parle sur le 10 ans américain. Est-ce que du point de vue de la Fed, dans une logique de réduire son accommodation, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est l'idée que le marché envoie un feu vert en disant oui, vous pouvez y aller, on est prêt ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit risque de marché à prendre pour la Fed si jamais il y avait trop de complaisance sur ce marché obligataire aujourd'hui ? Oui, non, je pense que Jérôme Powell a fait quand même un bon travail, notamment l'écueil principal, c'était d'éviter ce qui s'est passé en 2013, la dernière fois que la Fed avait donc réduit ses achats d'actifs, puisqu'on avait eu un peu un mini crack obligataire avec des taux qui étaient montés en flèche. Et là, c'est la situation inverse, puisque les taux se traînent très bien, mais même un peu trop bien quelque part. Mais voilà, le taper a été quand même très très bien communiqué. Les gens savent de quoi il s'agit. Quand est-ce que le calendrier ? On sait que c'est d'ici la fin
de l'année, les marchés sont complètement préparés, hein, j'ai envie de dire. Donc quelque part, c'est dans le prix. Est-ce que sur les taux longs, est-ce qu'il y a encore du potentiel, un peu de rebond potentiellement, à la fois à cause d'une inflation qui pourrait rester un peu plus élevée qu'attendu, mais aussi les taux réels qui pourraient aussi monter quand même dans un contexte où on va quand même retirer des liquidités. Mmh. Bon, et donc concrètement, là, je ne sais pas, est-ce que vous avez un schéma idéal en tête pour le tapering, que ce soit en termes de calendrier, en termes de rythme de réduction des achats d'actifs également? De quel actif parle-t-on, Thomas? Oui, alors je pense que concernant le mois de septembre, c'est un peu difficile à mon avis, hein, parce qu'il y a beaucoup de deadlines au niveau du budget, au niveau de Washington DC et du Congrès. Hein. On a le besoin d'un nouveau budget pour le mois d'octobre. Il y a la question de la limite de la dette. Il y a plein de plans d'infrastructure et des plans de dépenses qui sont en discussion au Congrès. Donc il y a beaucoup de choses au Congrès qui pourraient un peu rendre la Fed hésitante d'y aller, à mon avis, dès le mois de septembre. Par contre, après ça, les mois de novembre et décembre sont clairement des mois qui sont, à mon avis, dans le viseur de la Réserve fédérale. Donc potentiellement, moi je m'attendais au mois de décembre, ça peut tout à fait être au mois de novembre, et on parlerait potentiellement d'une réduction. À mon avis, au début, je m'attendais plutôt à 10 milliards de dollars par mois. Là, on peut plus être sur du 15 milliards de dollars par mois. Donc je rappelle, hein, les achats d'actifs à l'heure actuelle, c'est 120 milliards de dollars par mois. Donc ça resterait quand même un tapering et une baisse qui va être très progressive. Hein. La Fed va essayer de ménager la chèvre et le chou quelque part et d'être très graduelle dans son approche de resserrement monétaire. D'ailleurs, hein, je le rappelle aussi, c'est important, le resserrement monétaire n'est que vraiment très graduel. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore, à mon avis, de resserrement monétaire avant d'augmenter les taux au-delà du rythme d'inflation. Hein, et avant qu'on arrive à des taux d'intérêt à 2% de la Réserve fédérale, on en aura pour un bout de temps. C'est un point clé, Thomas. Vous dites même en période de réduction de ces achats d'actifs, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine restera accommodante. Tout à fait. Je pense que ça, c'est le facteur clé. D'ailleurs, la Fed essaye de vendre un peu le tapering comme non pas un resserrement de la politique monétaire, mais moins d'accommodation monétaire. Et donc, on reste dans une politique qui est accommodante. Encore une fois, si vous regardez aussi le pricing de marché, en fait, le marché monétaire ne s'attend pas à ce que la Fed augmente les taux au-delà de 2% d'ici 2027-2028. Donc, on a un pricing qui est encore très dovish. Et c'est vrai que pour des gens qui ont une optique d'allocation d'actifs, il faut se poser la question, que faire dans un contexte où les taux pourraient rester potentiellement très bas et l'inflation potentiellement au-delà de 2% pour certains mois, voire certains trimestres, voire potentiellement certaines années. Merci beaucoup Thomas, merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, les équipes de Pictet Wealth Management. Voilà donc pour ce résumé, les infos clés du jour à mi-séance, vous le savez, donc c'est votre rendez-vous 12h30, 13h pour Smart Bourse, et on se retrouve ce soir en direct à 17h, nouvel horaire, la grande édition 17h, 18h pour Smart Bourse chaque jour du lundi au vendredi sur Bismart.